c'est clair. Et hop. Bonjour tout le monde. Donc là, je vois que nous avons 13 personnes connectées. On va laisser le temps aux gens à arriver. Et puis en attendant d'ailleurs qu'on démarre, si vous voulez nous partager dans le chat, ben voilà, d'où vous venez aujourd'hui, d'où vous nous appelez, si vous voulez nous partager pourquoi vous êtes là aujourd'hui, n'hésitez pas. Ça nous fera bien plaisir, ça fait un petit brise-glace pour démarrer. Et puis après, on va pouvoir se lancer dans la discussion avec Raphaël. Donc, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont en train de poser des questions. Si ça peut lancer, moi, j'appelle de Lyon. Je suis de Lyon. Donc, et Raphaël, rappelle-moi, tu es d'où? Et moi, de Paris. De Paris. Je vous appelle de Paris, exactement. Ah, génial. On a Olivia qui nous dit qu'elle est aussi de Lyon. Bonjour Olivia, de Lyon aussi. On a Thomas de Paris. Salut Thomas. En tout cas, bienvenue pour ce live. Chloé, bonjour de Paris. Bon, ben, on est déjà pas mal nombreux entre Lyon et Paris. C'est super, on a 17 personnes qui arrivent, trop bien. Oh, les Landes, génial, Elodie. Elodie, on espère que tu as plus beau temps que nous, on est en train de se plaindre un petit peu. Barbara de Normandie, salut. Trop bien. On est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je vais faire une petite intro en attendant que tout le monde se connecte. Bonjour Mathieu, Mathilde. On est vraiment ravis de vous avoir. Merci de prendre du temps ce matin pour vous joindre à nous et puis pour pouvoir écouter Raphaël. Donc merci Raphaël surtout de nous donner du temps, de nous offrir cette chance. C'est vraiment une chance. Les live métiers en coulisses de chance, c'est vraiment pour découvrir des parcours. Et on a décidé pour cette édition de faire un focus en fait sur les métiers en demande. Donc voilà, c'est l'occasion aujourd'hui d'en savoir un petit peu plus. Donc comme je vous disais, on accueille Raphaël, qui est donc business développeur en B2B, qui va pouvoir nous en dire un peu plus. Donc Raphaël, si tu veux te présenter, puis je présenterai rapidement Chance juste après. Ok, super. Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'intervenir pour Chance aujourd'hui. Donc, comme le disait Colline, je suis business développeur sur le secteur des laboratoires pharmaceutiques depuis un petit peu plus de 2 ans. Dans une entreprise qui est une start-up en santé qui met en relation des professionnels de santé en libéral avec des patients pour réaliser des soins à domicile. Donc voilà, je suis ravie de vous partager mon parcours et comment j'en suis arrivée à ce métier, vous partager mon quotidien aussi. Génial. Merci beaucoup, Raphaël. Petite parenthèse sur Chance pour que vous compreniez pourquoi on est là aujourd'hui. En fait, celles et ceux qui ne connaissent pas Chance, en fait, on est vraiment une communauté d'entraide professionnelle. On a aussi une méthode en fait qui permet en fait à chacun et à chacune, quel que soit leur passé, de trouver sa place dans le monde du travail et donc dans la société. On a plusieurs programmes d'accompagnement et d'aide au recrutement. Et en fait, probablement que celui que vous connaissez, c'est le bilan de compétences. Mais on a aussi récemment lancé une initiative qui s'appelle 3 minutes pour les autres et qui est une initiative qui est gratuite, qui est altruiste, qui est ouverte à toutes et à tous. Et je vous encourage donc à rejoindre. Je vous partagerai plusieurs liens à la fin de ce live. En fait, le principe, il est super simple. On reçoit chacun une liste de 10 personnes qu'on pourrait aider. Le but, c'est de donner un coup de pouce professionnel. Ça marche dans les deux sens. Vous pouvez aider et puis on peut être aidé. Et donc, le live métier qu'on va suivre maintenant, c'est justement de l'entraide. Donc, je remercie Raphaël de nous donner justement ces 30 minutes et parce que c'est 30 minutes bénévoles pour justement présenter son quotidien, la réalité de son travail et puis de répondre à toutes vos questions. Donc, encore une fois, profitez-en. Le chat est ouvert. Je vais pouvoir partager les questions. Et puis, pour qu'on puisse démarrer en bonne et due forme, l'idée, Raphaël, c'est que tu nous dises, en fait, comment t'en es arrivé à là aujourd'hui. Voilà, quel est ton parcours? Je t'en prie. Merci beaucoup, Colline. Alors moi, j'ai toujours été très attirée par le secteur de la santé. Donc, juste après mon bac, j'ai essayé d'être kinésithérapeute. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop scientifique pour moi. Du coup, je me suis réorientée et je suis partie en licence d'éco-gestion à l'université Paris-Nanterre. Qui m'a super plu, mais j'avais quand même cette question encore de comment je pouvais quand même me raccrocher au secteur de la santé. Enfin, j'ai un peu une question, je me retrouvais à des cours de finance, c'était pas spécialement ce que je m'étais projetée au début comme métier. Faut que je voulais quelque chose d'un peu plus humain. Et au final, du coup, j'ai très vite, rapidement essayé de faire des stages donc dans le secteur de la santé. Donc j'ai réalisé un premier stage donc, dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, donc chez Libéraux, quand j'étais en licence en éco-gestion. Et là, en fait, j'ai une vraie révélation en me disant
bah, en fait, je peux complètement travailler dans le secteur de la santé, mais peut-être pas du côté soignant, mais du côté un petit peu plus organisation des soins, coordination des soins, en lien avec les hôpitaux, les solutions qu'ils utilisent au quotidien. Donc ça a été une vraie révélation et en fait, ça a un petit peu défini la suite de mon parcours où donc par la suite, j'ai intégré une école de commerce qui s'appelle Schema. Bon, j'ai eu la chance dans le cadre de cette école de commerce de faire une année de césure, ce qui nous permet aussi de tester des métiers et des environnements. Et du coup, j'ai voulu poursuivre un peu cette quête du secteur de la santé en testant plein d'univers différents dans la santé. Donc, j'ai d'abord fait un premier stage chez Doctolib, où je travaillais pour le compte des hôpitaux, notamment pendant la période Covid. Donc, c'était une période assez intense où je devais développer la téléconsultation à l'hôpital qui n'existait pas encore à ce moment-là. Entreprise en tout cas en hyper croissance à ce moment-là, donc qui a été hyper intéressant. Et après j'ai voulu tester le métier de consultante où j'ai été du coup chez Orange Consulting, qui a une branche santé où là je conseillais donc des hôpitaux, des laboratoires pharmaceutiques sur la stratégie digitale à adopter. Donc un peu ces deux expériences qui étaient très différentes, même dans la posture à adopter en tant que professionnel de santé. Ça m'a quand même conforté dans le fait que c'était des sujets qui me passionnaient, d'autant plus pendant le Covid. En plus, il y a toute une réorganisation du secteur de la santé qui a fait que je voulais vraiment poursuivre dans cette voie. Et donc après, j'ai fait une alternance en laboratoire pharmaceutique où là, j'étais chez Amgen, qui est un laboratoire américain, et j'étais notamment surtout avec toutes les équipes qui sont sur le terrain et qui vont présenter notamment les médicaments aux médecins prescripteurs de ces médicaments et aux hôpitaux, aux services des hôpitaux qui vont prescrire ces médicaments. Donc voilà un petit peu comment j'en suis arrivée là. Après, j'avais besoin d'une petite pause pour un peu faire redescendre un peu toutes ces expériences sur un temps très court. Donc, j'ai fait un service civique à la Croix-Rouge dans un dispositif de lutte contre l'isolement. Et donc, toujours lié un peu aux soins et au domicile. Et ce qui est arrivé, du coup, très naturellement, c'est une expérience professionnelle dans la première entreprise dans laquelle j'ai été en tant que responsable du développement, donc sur les laboratoires pharmaceutiques, pour favoriser les soins à domicile chez les patients. Donc, voilà. C'est génial. Merci beaucoup, Raphaël. Puis, tu vois, ce qui est super intéressant dans ce que tu nous partages, puis on aimerait en savoir plus, c'est toi, tu as identifié justement assez naturellement le secteur de la santé, où on a tous une perception qu'il faut être quand même peut-être déjà dans ce secteur-là, avoir fait des études, Ouais. rejoindre sur des métiers un peu plus transverses, en fonction support ou autre. Comment, qu'est-ce que ça t'a pris pour justement rentrer dans les ventes, dans le milieu pharmaceutique et de la santé? Ouais, c'est une très bonne question et c'est notamment un message que j'ai envie de faire passer lors de ce live. C'est vrai que si on m'avait dit, par exemple, quand j'étais en licence d'économie et gestion, que voilà, aujourd'hui je travaille beaucoup notamment en recherche clinique, avec des laboratoires pharmaceutiques sur des sujets assez techniques, juridiques, etc. Je me serais dit que j'aurais jamais eu, entre guillemets, les compétences et l'expertise, en fait, pour pouvoir accéder à ce type de poste. Il y a vraiment un message que j'ai envie de faire passer, c'est que je pense qu'il faut vraiment pas se bloquer sur des environnements. Là, moi, je parle à titre personnel sur le secteur de la santé, mais ça peut être tout type de secteur, le sport, le luxe, voilà, tout type de secteur. Je pense qu'en fait, on apprend surtout sur le terrain et que, en fait, en 2 ans, moi, je suis montée en compétence et là, je suis experte sur des sujets en recherche clinique, alors qu'il y a 2 ans, moi, je n'y connaissais rien. Et maintenant, je suis en contact avec des directeurs de recherche clinique de Sanofi, de Pfizer, ce qui est une grande chance au quotidien parce que ça me donne un peu l'entrée dans les coulisses des traitements qui arrivent sur le marché. Mais qu'il faut vraiment pas se fermer de porte et que si on est vraiment motivé, qu'il y a quelque chose de moteur en nous qui nous donne une aspiration vers un secteur aussi technique qu'il soit, on peut quand même y rentrer et devenir expert de son sujet, quoi. Génial, merci, c'est hyper rassurant. Tu voulais rajouter quelque chose? Vas-y. Oui, je voulais dire, parce que tu me posais la question notamment de pourquoi la vente. C'est un petit peu par hasard où en fait, lors de mon premier stage, je faisais un petit peu de vente, mais pas spécialement. Et en fait, c'est chez Doctolib où j'ai vraiment expérimenté la vente du coup auprès des hôpitaux. Et ce que j'aime beaucoup, enfin ce qui m'a beaucoup plu notamment dans la vente, c'est qu'on est vraiment en échange premier
avec une personne qui arrive avec un tas de problèmes, plein de choses, hein, c'est pas forcément toujours très identifié, surtout dans ces secteurs-là où il y a plein de problèmes. Et c'est qu'on va réfléchir vraiment ensemble à ce qui pourrait être adapté, ce qui va aller dans le sens de l'hôpital, du laboratoire pharmaceutique, mais surtout pour le bénéficiaire final qui reste en fait le patient et qui reste en fait ma motivation au quotidien, c'est que je sais qu'il y a des patients qui vont bénéficier de soins de qualité par des professionnels de santé formés à leur domicile. Génial, génial. Merci pour ces précisions. On a une première question et Anaïs qui demande quel est le niveau de diplôme requis de manière générale pour accéder à ce type de poste. Je pense qu'on a commencé à y répondre, mais je t'en prie, vas-y. Ouais. Alors, Élodie, donc moi j'ai un bac plus 5. Après, j'ai eu l'occasion donc, de travailler avec différents types de profils. Et donc c'est sûr qu'une expérience un peu commerciale ou un background commercial est assez intéressant. Je pense qu'un bac plus 5 n'est pas forcément nécessaire. Je pense qu'un bac plus 3 peut être suffisant. Et après, effectivement, c'est vraiment démontrer de sa motivation au quotidien pour surtout comprendre en fait l'environnement global du secteur de la santé. Mais entre guillemets, tout le monde peut y arriver si on a une forte envie de travailler, notamment dans ce secteur ou un autre secteur. Mais donc voilà, c'est plutôt bac plus 3, bac plus 5. Super, merci. Et d'ailleurs, on parle de diplôme, de niveau. Parlons un petit peu des soft skills. Justement, d'après toi, qu'est-ce que ça prend? Parce que justement, peut-être pas besoin d'un bac plus 5, mais par contre, quelles sont les compétences, les caractéristiques qu'on devrait avoir pour aller justement dans des métiers de la vente? Alors, ça, on avait déjà discuté, Colline, mais c'est vrai que moi, en amont, avant d'être commerciale, j'avais un petit peu cette crainte, en fait, du commercial qui est forcément un requin, au taquet, quelqu'un d'hyper actif, qui parle très fort, qui s'affirme dans tous les lieux où il va, ce qui moi personnellement n'est pas mon caractère, où je suis plutôt quelqu'un de réservé, même si j'adore le contact social, etc. Mais c'est pas mon caractère. En tout cas, c'était pas l'image que j'avais d'un commercial. Donc effectivement, il faut aimer le contact humain parce que en fait toute la journée, je rencontre des laboratoires pharmaceutiques, des patients, des professionnels de santé. Donc c'est sûr qu'il faut aimer échanger, comprendre des problématiques, ça c'est sûr. Mais on peut tout à fait être assez doux, réservé et être un très bon commercial, surtout quand c'est sur des grands comptes où entre guillemets c'est de la vente plus long terme, donc il y a un relationnel qui s'établit. C'est vraiment du travail de fond. Du coup, vraiment, en fait, le fait d'avoir une forte personnalité ne suffit pas. Et vraiment nouer un lien de confiance avec les personnes avec qui on a envie de contractualiser par la suite. Ensuite, je dirais que c'est hyper important d'être persévérant parce qu'on est sur des cycles de vente. Donc, je disais, on est sur des grands comptes. On est sur des cycles de vente qui sont très longs. Donc, ça peut être de 6 mois à 1 an. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir une certaine patience et persévérance pour arriver à ses fins ou en tout cas à signer un beau contrat, un beau projet. Souvent, les laboratoires pharmaceutiques, notamment, il y a énormément de monde dans ces structures. Il y a la France, mais il y a aussi souvent les États-Unis où le siège est basé. Donc, il faut échanger avec l'ensemble de ces équipes. Donc, il faut être quand même assez patient et persévérant. Et un autre point aussi que je dirais un petit peu plus rigolo, c'est aimer tout ce qui est un petit peu les jeux de stratégie. C'est-à-dire que, comme je disais, on est sur des grandes organisations avec de nombreuses personnes. Et il faut très bien savoir naviguer entre les personnes clés, les personnes qui vont être bloquantes, qui ne croient pas en votre projet, les personnes qui vont pouvoir être sponsors en interne. Donc, c'est vraiment un petit peu un jeu d'échecs, de placer ses pions au fur et à mesure, d'aller voir telle personne, puis au final, elle se recoupe, parle du projet et ça se fait puisque, en fait, on a établi un bon contact. Donc, il y a vraiment un peu ce jeu de stratège, on peut dire. Super, super, merci. Et d'ailleurs, tu as ouvert un petit peu la porte à la prochaine question. Ça serait avec qui tu travailles dans ton quotidien? C'est qui les différents acteurs, que ce soit à l'interne, à l'externe? Ouais. Et puis, c'est quoi les interactions que tu as, si c'est au quotidien, hebdomadaire? Ouais. Alors, en interne, j'échange vraiment avec l'ensemble des équipes. Donc, nous, on est en interne, on a une équipe technique, donc qui développe notamment l'ensemble des outils digitaux, et ce qui est aussi un vrai point fort puisque du coup en fait à chaque projet nos outils peuvent évoluer, s'améliorer, donc ça c'est une vraie force, une vraie chance qu'on a chez nous.
En fait, lorsqu'on a un projet et qu'on a besoin, par exemple, d'avoir une évolution technique, je suis en direct avec ces équipes-là. Donc, c'est hyper intéressant. Les équipes de chefs de projet, bien sûr, parce que en fait, quand je signe, par exemple, un contrat de recherche clinique, après, il y a des équipes projets qui vont mener le projet de A à Z, qui vont être en contact avec les chefs de projet du côté des laboratoires pharmaceutiques ou des hôpitaux. Et donc là, c'est moi qui leur transmets le projet. Donc voilà, j'arrive avec mon gros projet en leur disant, voilà, vous avez trois ans de projet avec cette personne, ça va être cet interlocuteur, les points d'attention, etc. Et je travaille aussi beaucoup avec le marketing, parce qu'on est une petite entreprise et donc on a une petite équipe sales chez nous. Et donc, je m'appuie énormément sur le marketing pour pouvoir notamment avoir des leads entrants. Parce que ça prend énorme. Enfin, par exemple, je ne fais quasi pas de cold calling, etc. Ce que j'avais un petit peu en horreur avant de venir. J'avais peur de faire beaucoup de cold calling. Pas du tout. Je m'appuie énormément sur le marketing qui fait en fait des messages ciblés, que ce soit tant sur les réseaux sociaux. On organise beaucoup de webinaires sur des thématiques très précises. Donc là, récemment, on en a fait un en dermatologie, en recherche clinique, en santé de la femme. Et en fait, ça nous génère des leads entrants super qualifiés, et ce qui nous évite de temps en temps de balancer 300 mails à une base de données qu'on a embasée pendant 3 mois. Et en fait, c'est de la perte de temps, c'est vraiment chronophage. Et donc là-dessus, le marketing est vraiment mon meilleur allié pour pouvoir gagner du temps et passer le plus de temps sur ce qui m'intéresse, à savoir élaborer des solutions à des problématiques que j'ai comprises au fur et à mesure de mes échanges. Génial. Donc, c'est quand même un poste qui est très transverse. Tu travailles beaucoup, comme tu dis, équipe commerciale et marketing, main dans la main. Donc, main dans la main. C'est parfait. Et en externe, je t'ai pas répondu, pardon, mais globalement, les personnes avec qui j'interagis, il y a 2 volets. Il y a les personnes, vraiment les équipes marketing des laboratoires pharmaceutiques qui on va proposer de communiquer sur leur traitement auprès des professionnels de santé de notre réseau. Donc, on a des infirmiers, des kinés, des sages-femmes et les équipes de recherche clinique sur tous les sujets de recherche clinique à domicile notamment. Génial. Et on parle d'un des sujets qui nous intéresse souvent chez Chance, c'est comment toi tu luttes pour, on va dire, contre un syndrome d'imposteur face à des personnes qui justement sont expertes dans le milieu de la santé ou autre. Toi qui as un profil justement sales, comment tu fais? C'est quoi les tips que tu donnerais au quotidien quand on arrive dans un secteur qu'on maîtrise pas? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que je l'ai encore de temps en temps parce que effectivement, en fait, j'échange avec des personnes du coup souvent des directions qui du coup sont des personnes aussi plus âgées. Moi, je suis assez jeune, j'ai 27 ans, donc c'est vrai qu'il y a un peu une crédibilité à se former. Et moi, mon tip, c'est vraiment énormément travailler mon sujet, ce qui me permet d'être super solide sur mes appuis. Et je sais que n'importe quelle question que pourrait me poser un directeur de recherche clinique, et en tout cas qui concerne ma société, ce que l'on propose, je puisse y répondre. Donc en fait, là-dessus, ça me donne une confiance en moi qui est de dire je connais super bien mon sujet. Il n'y a pas de raison que je me fasse coincer ou quoi que ce soit. Et puis, je participe notamment à beaucoup d'événements et de congrès. Donc ça, c'était aussi une source de stress au début où, effectivement, il faut rentrer. C'est un tout petit secteur, les laboratoires pharmaceutiques, la santé, où tout le monde se connaît. Voilà, il y a des grands ponts, des grands professeurs. Donc, quand tu arrives, c'est un petit peu impressionnant. Et en fait, première fois que j'y vais, je vais avec une petite voix, etc. Puis au fur et à mesure, on s'affirme. Et on comprend aussi la valeur ajoutée qu'a notre solution. Et donc forcément, ça nous donne confiance. Il ne faut pas avoir peur parce qu'en fait, les personnes sont là aussi pour échanger, sont là pour trouver des solutions. Donc c'est vraiment ça, moi, qui me donne confiance, c'est de se reposer sur mes acquis que je sais solides. Génial. Donc on entend aussi que tu as ce plaisir à aller apprendre de nouvelles choses aussi, dans la curiosité. Ah mais c'est génial. Enfin moi je vais dans des congrès de maladies rares, de santé de la femme, là où j'étais récemment, en pédiatrie. Je suis ni pédiatre, ni dermatologue, ni oncologue, et pourtant, en fait, j'ai accès à tout un tas d'informations, à tout un tas de professionnels de santé, d'innovation qui vont bientôt sortir, et c'est vraiment une grande chance que j'ai, notamment dans notre métier, c'est qu'on apprend énormément de choses sur le secteur sur lequel on est. C'est génial. Merci, c'est hyper motivant en tout cas. Je vois que le temps file, on a encore 10 minutes. Moi, j'ai plein de questions, mais je me dis, on est là aussi pour vous.
Donc, n'hésitez pas, soit vous voyez le chat, ou alors il y a même l'onglet questions. N'hésitez pas à poser les questions que vous pouvez avoir pour Raphaël. Et puis sinon, moi, je vais continuer avec une autre question en attendant, qui est justement, on parlait des soft skills, on parlait des diplômes. Une fois que tu es installé et que tu es à l'aise dans ton métier, c'est quoi les évolutions possibles? Comment tu vois les choses? Voilà. Ouais. Alors, les évolutions possibles, donc moi je suis arrivée en tant que sales junior, business développeur junior. Et en fait, les évolutions possibles, c'est tout simplement en fait d'avoir des personnes, d'évoluer en tant que manager notamment, et donc de développer. Par exemple, moi j'ai de moins en moins de temps pour prospecter, pour identifier les personnes clés avec qui échanger, etc. Donc c'est notamment donc, déjà une première évolution. Après, on a, nous, des évolutions transverses. Si, par exemple, les équipes de chefs de projet nous passionnent, c'est vrai que c'est intéressant aussi de passer de l'autre côté. C'est tout à fait possible, la mobilité en interne. Et après, moi, mon évolution goal, ce serait de gérer la BU Sales, en tout cas de business développement. Mais plus sur un temps, sinon, de carrière plus long. En fait, c'est vraiment comme je disais, un petit secteur, le secteur de la santé. Je pense que c'est assez logique, soit qu'on travaille ensuite en laboratoire pharmaceutique, donc directement en chef de produit sur une thérapeutique ou un médicament bien spécifique, être dans l'innovation du côté des laboratoires pharmaceutiques. Donc là, plutôt à organiser aussi, les laboratoires pharmaceutiques sont vachement à la recherche des startups innovantes de demain, des biotech qui vont avoir le traitement innovant de demain. Donc ça, c'est un peu tout un monde qui va s'offrir à moi, je pense, après cette expérience-là, et que je vais aller chercher. Donc plein de perspectives possibles en soi. Mais si on reste dans le secteur de la santé, c'est plutôt du côté soit laboratoire pharmaceutique, soit innovation. C'est génial, c'est hyper motivant aussi. Merci. On a des questions. On a Nicolas qui demande comment est constitué ton package, donc au niveau de ton fixe, ton variable, comment est-ce que ça se développe? Ouais. Alors moi j'ai un fixe, j'ai un fixe et un variable, avec un variable qui représente 20% de mon fixe, donc c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, et j'ai des évolutions chaque année sur ce package que je renégocie en tant que bonne commerciale. Mais c'est évidemment très important. Ce package en fait fixe et variable. Lorsqu'on arrive dans le métier, en fait, c'est surtout basé sur ses précédentes expériences. Si on a déjà travaillé, si c'est sa première expérience, c'est basé plutôt sur son niveau d'études et les stages que l'on a pu faire. Et sinon, c'est vraiment basé sur sa précédente expérience professionnelle. Et puis après, en fait, le variable est quand même aussi très motivant parce que 20% du fixe, c'est quand même assez conséquent. Donc, on se donne aussi pour pouvoir le décrocher. C'est une source de motivation. Et donc, voilà. Super. Merci pour ta transparence. Élodie demande si c'est possible d'avoir une fourchette pour avoir une idée. Oui, non, mais c'est très bien. C'est une fourchette assez large, mais tout compris, on se situe entre 50 et 60. Ouais, ce qui est super motivant aussi, comme tu le dis, quand tu arrives dans un secteur que tu ne connais pas, dans la vente aussi. Donc, et puis, la possibilité de Après, je pense que c'est une fourchette qui évolue beaucoup aussi en fonction de son secteur. Donc ça, là, je parle un petit peu pour moi, ce que je connais. Je sais qu'en laboratoire pharmaceutique même, c'est d'autres montants un peu plus élevés. Après, en start-up, c'est forcément, on est une plus petite équipe, donc pas toujours des énormes salaires, mais en début de carrière, c'est quand même déjà assez attractif. Tout à fait, c'est très motivant. Merci en tout cas pour ces infos. Et d'ailleurs, donc maintenant qu'on a parlé de ce qu'il nous faut, où est-ce qu'on peut aller, et puis combien ça rapporte, tu dirais que si parmi nos participants, demain on va se lancer dans l'action et se dire je veux trouver un boulot justement en tant que sales dans l'industrie pharmaceutique ou dans la santé, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a des sites de recherche d'emploi spécialisés? Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors moi, au début, mes premiers stages, je les ai trouvés un peu comme beaucoup de monde, je pense, sur Welcome to the Jungle.
où je faisais vraiment un filtre santé. Voilà. Avant, à l'époque, il y avait uniquement des startups. Maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises. Il n'y a pas que Oui. des startups, donc c'est assez intéressant. Ils sont assez diversifiés. Et sinon, très honnêtement, je trouve que les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas très forts pour rendre visibles leurs offres. Donc, ce que je conseille, et moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon alternance, c'est d'aller directement sur les sites des laboratoires pharmaceutiques où ils Parfait. publient leurs offres. Et sinon, si vous voulez rester, si vous êtes intéressé par le secteur des startups et notamment dans le secteur de la santé, il y a des classements, notamment des French Health Tech. Donc ça s'appelle les French Health Tech, où notamment il y a les 40 startups, 100 startups en ce moment qui sont un peu en train de décoller. Il y en a vraiment en plus énormément dans le secteur de la santé, que ce soit sur la data, sur Oui. enfin, plein de sujets différents, sur la santé de la femme qui se développe énormément aussi. Donc je vous conseille, si vous avez en plus des sujets de prédilection, vous pouvez vraiment cibler par sujet les startups qui peuvent vous intéresser et peut-être qu'ils ont éventuellement des offres d'emploi. C'est génial. Écoute, merci. Je partage dans le chat justement. J'ai partagé Welcome to the Jungle. Donc, quand tu disais, il y a des filtres pour aller chercher par Ouais, secteur, les par taille. Voilà. Donc, c'est Ouais, super. Tu disais le réseau de tout ce qui est Health Tech, donc qui fait partie de la ouais, French Tech par thématique justement pour les startups. ouais. Donc, ça, c'est génial. Et France puis, Biotech aussi, n'hésitez pas à regarder sur France Biotech. parfait. Je partage dans le chat Partage aussi. des offres. Bon, bah, génial. Merci parce que c'est vrai que, et puis ce que tu disais d'aller directement voir aussi les labos, en tout cas leur site, Ouais. pour prendre des Ouais, contacts. parce que moi, pour l'instant, je l'ai pas trouvé. Peut-être Indeed, mais moi, je suis pas fan. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais vraiment épluché les 15-20 gros labos chez lesquels je voulais entrer. Et j'avais trouvé leurs offres en direct sur leur site. Et au moins, on est sûr que c'est exhaustif. On loupe pas d'offres. C'est génial, c'est génial. Merci pour ces infos. Je remonte un peu les questions. Je crois qu'on avait une Ouais. question de… tout à l'heure, on en a un petit peu parlé, les profils des personnes avec qui tu échanges à l'externe. Est-ce que tu peux revenir sur les types de clients que tu as au quotidien? Les types de clients, donc j'ai des clients, donc comme je disais, c'est vraiment moi je suis spécialisée dans les laboratoires pharmaceutiques. Donc là, moi mes clients, sachant qu'en fait on propose de la recherche clinique décentralisée, ça va vraiment notamment, donc décentralisé, ça veut dire qu'une partie des visites qui sont prévues dans le protocole d'un essai clinique sont réalisées à domicile avec la venue d'un infirmier libéral, d'une sage-femme libérale qui va pouvoir faire les actes qui ne nécessitent pas forcément qu'un médecin le réalise. Donc, ce qui notamment est beaucoup plus simple pour le patient pour son essai. Donc là, vraiment, moi, mon client, ça va être la direction de la recherche clinique d'un laboratoire. On travaille beaucoup avec des biotech aussi qui sont du coup un peu plus enclins avec l'innovation à décentraliser, parce que c'est vrai que c'est des nouvelles pratiques. Donc eux peuvent tendance à être beaucoup plus rapides qu'un gros Sanofi qu'il faut pousser à changer ses pratiques, échanger avec les États-Unis pour que la France puisse être autorisée à, etc. Donc les biotech, c'est vraiment aussi des profils et des clients intéressants. Et on a aussi des clients académiques. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi des hôpitaux qui sont promoteurs de la recherche, notamment des CHU, qui ont des chercheurs au sein de leurs hôpitaux. Et donc, ce sont aussi des clients, bien qu'ils aient un peu moins de budget que les laboratoires pharmaceutiques. Ça reste des clients en plus qui me font des super projets de recherche. Super. Merci pour ces précisions. C'est hyper important. Il nous reste 1 minute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et ce que je vais faire, c'est que dans le chat, je vais vous partager 2 liens. Le premier, c'est si vous êtes intéressé par les métiers, le métier en l'occurrence de Raphaël aujourd'hui ou d'autres métiers qu'on a abordés durant ces 3 jours de live métier, vous pouvez justement vous inscrire sur Chance pour pouvoir être contacté quand il y a ce type de poste. Et je vais vous mettre un autre lien qui est le lien pour 3 minutes pour les autres, qui est le groupe d'entraide. Comme ça, si vous voulez venir partager à la fois votre expérience, vos compétences, ou alors demander de l'aide pour certains secteurs ou certains métiers, voilà, c'est là l'initiative altruiste et puis gratuite que Chance propose. Donc, n'hésitez pas, je vous partage ça. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Et puis, Raphaël,
j'ai plus qu'à te remercier parce que vraiment c'était super et pour ton temps et pour la générosité de ce que tu nous as partagé, c'est vraiment apprécié. Et puis je te souhaite un très beau succès justement dans la suite que tu vas donner à ton métier. Et on aura du plaisir à voir la suite, peut-être au prochain live métier, tu viendras nous raconter. Avec grand plaisir. Non, mais merci à toi de m'avoir proposé. C'est hyper riche de pouvoir partager son expérience aussi. C'est super. Et puis merci à tous les participants, merci pour vos questions. Et puis bonne journée tout le monde. Peut-être à plus tard sur d'autres lives. Merci. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup, Colline. À Au revoir. bientôt. Au revoir.